Bonjour, je suis Rosemary Joseph aujourd'hui je vais intervenir sur le racisme tel qu'il s'est présenté dans le travail des femmes haïtiennes en France et aussi en Haïti. Je vais faire cette intervention à partir des données de ma thèse de doctorat que j'ai fait en sociologie clinique à l'Université Paris 7 et en études de genre à l'Université de Lausanne. Et dans le cadre de cette thèse, j'ai analysé une chaîne de travail, de migration, de substitution où s'articulent différents rapports sociaux, le genre, la classe, la race, les rapports nord-sud et même des rapports entre le milieu urbain et le milieu rural. Et aujourd'hui, je vais surtout m'accentuer sur le racisme. Il y a plusieurs manières, finalement, de comprendre le racisme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'essayer d'appliquer un regard clinique sur ce rapport social-là. Déjà, quand je parle de clinique, je parle de quelques principes en particulier en sociologie. Il s'agit d'abord d'articuler le psychique et le social. Pour comprendre les rapports sociaux, effectivement, on peut essayer d'expliquer ces rapports sociaux, effectivement, comme des choses en expliquant les faits sociaux par les faits sociaux, etc. Mais il y a aussi cette approche clinique qui dit que pour comprendre les rapports sociaux, il faut faire référence aussi au vécu individuel, au personnel, au singulier, à l'émotionnel, etc. Et donc, d'articuler le registre psychique et le registre social. Donc, pour comprendre le racisme, il ne faut pas uniquement regarder le rapport social en soi, mais aussi tout ce qui se passe dans l'intériorité de la personne racisée ou de la personne qui fait subir le racisme à l'autre. Et en fait, qui dit articulation entre le psychique et le social dit aussi pluridisciplinarité. Donc, pour comprendre le racisme, on va faire appel à toutes sortes de disciplines, bien sûr, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l'histoire, la philosophie, vraiment. Et en fait, et aussi, on va aussi se référer à tout type de concept aussi, on ne va pas enfermer les concepts dans une seule discipline. Et puis, être dans une approche clinique, c'est développer un autre rapport à l'objectivité, c'est dépasser une fausse neutralité. C'est par exemple éviter de se dire que bah oui, moi je fais cette recherche-là, je ne prends pas parti, je ne suis pas... Voilà, vous voyez, par exemple, quand je fais cette recherche sur le racisme, j'oublie un peu que j'étais noire ou que la personne qui me lisait était blanche, etc. Non, en fait, quand on est dans la sociologie clinique, on essaye de travailler effectivement vers l'objectivation, mais en développant un autre rapport à la neutralité, à l'objectivité. On fait place à la subjectivité, on reconnaît la part euh, humaine que le chercheur met dans l'analyse du rapport social qu'il essaie de comprendre. Donc du coup, on essaie d'analyser ce qu'on appelle l'implication dans la recherche. Donc du coup, on part de l'idée que la relation de recherche, elle est fondamentale pour la production de la connaissance et que donc on ne peut pas comprendre les résultats de la recherche si on ne comprend pas dans quel cadre ces résultats ont été produits, quelle relation a existé entre les chercheurs et les personnes du terrain qui ont pu discuter de la question ici du racisme avec la personne qui a avec le chercheur. Donc on analyse tout ce qu'on appelle le transfert dans la recherche, le contre-transfert. Le transfert, c'est tout ce que l'autre projette sur moi quand je vais sur le terrain. Le contre-transfert, c'est tout ce que moi, je projette sur les personnes que je questionne sur le terrain. Et en fait, j'ai analysé cette implication dans mon cas par rapport à ma thèse sur les rapports sociaux de manière générale, le racisme en particulier. Et j'ai fait une petite analyse sur ça dans un chapitre d'ouvrage sorti en 2013 avec des collègues de Paris 7 sur l'implication dans la recherche. Donc vous pourrez euh, euh, vous référer à ce chapitre d'ouvrage qui est disponible sur Ken, etc. Et puis, dans le cadre de cette relation de recherche, la connaissance, elle est co-construite. C'est-à-dire que je n'ai pas une posture d'experte où je dis, bah oui, moi je suis experte, je vais sur le terrain, je prends les données, voilà. Je suis dans une perspective de co-construction où je pars de l'idée que la connaissance qui va être produite sur le racisme va être produite à la fois par moi, chercheur, et aussi par la personne qui est en face de moi et qui justement développe une expertise par rapport à son vécu, etc. Donc finalement, on est vraiment effectivement dans l'intersubjectivité, mais aussi dans l'interdiscursivité, parce que je vais donner beaucoup de place au discours de la personne que je questionne.
Par exemple, dans ma recherche, j'ai une approche matérialiste où je regarde effectivement les faits sociaux, les rapports sociaux, les rapports de travail, puisque le travail est l'enjeu des rapports sociaux. Ok, tout ça c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que les personnes au travail en disent? Qu'est-ce que les personnes qui subissent le racisme en disent? Vous voyez, souvent on va partir de l'idée que parce que les gens sont pauvres, parce qu'ils sont racisés, parce que c'est des pauvres travailleurs, parce que dans notre tête aussi, ils ne font pas de grandes études, donc ils n'ont pas la capacité de donner un point de vue, leur représentation de ce qu'ils vivent, du racisme qu'ils subissent, n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Et pourtant, on doit tenir compte de cette représentation-là dans la recherche qu'on produit. Donc du coup, la co-construction du savoir, l'échange des savoirs dans la recherche, comme certains aiment bien le dire, c'est fondamental dans une recherche clinique. Un autre principe, ça va être la visée émancipatrice. Donc, on fait de la recherche dans une perspective de changement social. Et c'est ce que disent les sociologues cliniciens et cliniciennes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein? Est-ce qu'en travaillant avec les gens sur le racisme, je change leur vie, je change leur situation? Eh bien, dans mon cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé leur vie, mais c'est vrai que si je me réfère aux travaux de Jacqueline Bauwys-Michel, par exemple, les gens souffrent, hein, de ce phénomène-là, du racisme, etc. Ils ont un besoin de comprendre et moi, avec ma recherche, j'essaie aussi de les aider à produire du sens sur ce qu'ils vivent et en les aidant à comprendre autrement ce qu'ils vivent, à mettre des mots dessus, à produire du sens sur leur souffrance, ça a un effet émancipateur. Donc, on va dire que j'ai essayé d'articuler le psychique et le social, que j'ai essayé de rester dans une approche pluridisciplinaire, que j'ai essayé d'avoir un autre rapport à l'objectivité et de faire place à ma propre subjectivité dans la recherche, que j'ai analysé mon implication dans la relation de recherche, que j'ai essayé de co-construire le sens du racisme avec les personnes sur mon terrain, et tout ça dans une perspective de changement social. Et c'est uniquement pour cette raison-là que je dis que ma recherche est une recherche clinique. En France, par exemple, qu'est-ce que j'ai constaté concrètement au travail? Concrètement au travail, j'ai essayé d'analyser particulièrement en France ce qu'on appelle le service domestique. Le service domestique, c'est un travail domestique payé que l'on fait chez un particulier qui n'est pas soi-même, ou du moins dans une institution. Et donc concrètement, j'ai questionné des nounous, des femmes de ménage, des assistantes de vie, aides à domicile, des femmes de chambre dans l'hôtellerie ou aussi des employés polyvalents en maison de retraite. Et toutes ces femmes-là parlent du racisme. Pour elles, le racisme est au cœur de leur exploitation au travail. Et ça, ce constat-là a été démontré aussi par Hazel Carby, Carney ou Patricia Hill Collins, Judith Rollins, etc. Toutes ces personnes-là ont démontré comment le racisme est un pilier quand même, c'est l'un des rapports sociaux les plus fondamentaux dans le service domestique. Et donc, du coup, moi, j'ai donc regardé l'aspect matériel de ce travail. Qu'est-ce que ça suppose comme temps de travail quand on fait ce type de travail-là? Le fait que le temps de travail soit soumis, par exemple, au temps de vie des personnes employeuses. Les tâches de travail. Hein? Pourquoi, par exemple, on parle de sale boulot, hein, du dirty work, etc. Et qu'est-ce que ça suppose pour ces femmes de faire ce type de travail-là? C'est quoi leur rémunération? Pourquoi, par exemple, elles sont moins payées que d'autres personnes, que dans d'autres types de métiers? Alors, il y a tous ces aspects-là qui parlent aussi de ce qu'on appelle les conditions de travail. J'ai vraiment bien travaillé tout ça. Et en plus, j'ai regardé les émotions au travail. Qu'est-ce que je dis de mon travail? Comment je me sens dans ce travail? Comment je peux me construire? Comment je me valorise? Comment je me sens aussi valorisée ou dévalorisée? Comment je me construis? Qu'est-ce que je vais définir comme réussite personnelle dans ce travail? Qu'est-ce qui va être pour moi un échec, l'échec de soi au travail? Quel est mon rapport à mon activité, etc. Donc j'essaie d'aborder ces aspects émotionnels du travail et aussi l'aspect relationnel qui est fondamental quand même, la relation de travail. Avec qui je suis en relation. Par exemple, j'ai analysé la relation de service, hein, ma relation avec la personne qui m'emploie,
qui m'a employée. Et puis, la relation de soins aussi. Ma relation avec la personne dont je m'occupe, par exemple. Je suis nounou, ma relation avec les enfants. Je travaille dans une maison de retraite, ma relation avec ces personnes âgées, etc. Donc, tout l'aspect relationnel du travail nous permet aussi de mieux comprendre les rapports sociaux et particulièrement le racisme dans ce travail. Donc, finalement, j'ai eu beaucoup de données sur le racisme et aussi, par exemple, qu'est-ce que concrètement ces femmes haïtiennes vont en dire. Par exemple, la plupart d'entre elles vont critiquer le fait que dans ce travail-là, elles se sentent comme en esclavage. Elles se sentent racisées dans ce travail où on les considère comme des nègres, des esclaves, etc. Elles sont noires, donc elles sont considérées comme des bêtes de somme, comme elles le disent, parce qu'on les fait travailler comme si elles n'avaient pas un corps, comme si elles étaient inépuisables. Quoi. Donc voilà, on les fait travailler comme si c'était des machines. C'est la chosification. Elles sont chosifiées, dépersonnalisées. Elles deviennent, comme elles le disent, un aspirateur. Et puis on les fait travailler plus que ce qu'elles devraient faire, par exemple. Par exemple, on est nounou et on nous laisse la vaisselle à faire. La vaisselle d'hier soir à faire, etc. Elles se sentent corvéables, à merci, au service des autres, esclaves des autres. Et il y a beaucoup de citations sur cet aspect-là. Pour elles, le problème aussi dans ce travail, c'est qu'elles se sentent exclues du monde du travail. C'est-à-dire, c'est comme si elles étaient confinées dans ce secteur d'activité, le secteur domestique, comme si elles n'avaient pas le droit de faire d'autres types de travail, alors que dans leur parcours, surtout avant d'arriver en France, elles avaient l'habitude de faire un autre type de travail et qu'elles rêvent aussi de s'investir dans un autre secteur d'activité. Et alors, il faut quand même souligner que même si en région parisienne, la plupart des femmes migrantes sont reléguées vers ce type de travail-là, celles qui vivent en dehors de Paris n'ont même pas accès à ce type de travail. Certaines, même après avoir fini de faire leur formation, ne trouvent rien, même pas la garde d'enfants, les métiers du soin en général, même pas le ménage à faire. Elles sont là, mais vraiment exclues du monde du travail. Petits bouts, petits mœurs, comme quelqu'un avait dit à une travailleuse, on ne les connaît pas, on ne les comprend pas, donc on ne leur donne pas de travail. Pour elles, tout ça, c'est du racisme. Et puis, il y a bien sûr le racisme dans la relation de travail, le racisme des personnes soignées. Quand on est dans une maison de retraite et qu'on est relégué à sa couleur de peau, que la femme qu'on va soigner refuse de vous dire bonjour, ou bien à chaque fois, il y a une dame qui me disait qu'à chaque fois qu'elle arrivait, on parlait de l'Afrique, etc., comme si elle est noire, donc elle vient d'Afrique, et à chaque fois qu'elle est là aussi, il faut toujours qu'il y ait plein de discussions sur l'Afrique, ces gens-là, comme il le disait. Et puis il y a le racisme des enfants aussi, quand on s'en occupe, des enfants qui trouvent que leur nom est noir, et donc il faut se cacher à l'école, par exemple, quand on va les chercher, qui ne veulent pas qu'on voit que leur nom est noir. Et il y a un camarade aussi qui essaie d'embêter l'autre en me disant, mais de toute façon, ta nounou, elle est noire. Oh, oh, oh. Voilà. Ou du moins, ah ben, elle n'est pas noire, ta nounou, mais elle est vraiment très foncée. Et les dames m'expliquent comment, les nounous m'expliquent comment parfois, ça les pique, quoi, ça les blesse, tout ça. Et puis, il y a le racisme dans la relation hiérarchique. On travaille dans une maison de retraite, par exemple, et on ne se sent pas traité comme les autres. En fait, nous avons tous le même poste, par exemple, mais ceux-là qui sont blancs ou moins noirs que moi, par exemple, j'ai l'impression qu'ils sont mieux traités. C'est le traitement différentiel. Et puis, c'est le fait, par exemple, d'être systématiquement renvoyé aux tâches les plus sales. Par exemple, s'il faut choisir entre travailler dans la cuisine et nettoyer les toilettes, la dame noire a l'impression que c'est souvent elle qu'on envoie récurer les toilettes, quoi. Donc ça, le fait d'être systématiquement renvoyé aux tâches sales, c'est aussi une expression du racisme. Et dans l'hôtellerie, il y a une dame qui me disait que souvent, on la prend pour une voleuse. Comme si, bon, je suis noire, donc je peux voler, quoi. Et pour elle, ça, ce n'est pas supportable.